Donc aujourd'hui, vous aviez 3 exercices de chimie organique à chercher pour cet avant-dernier chapitre. Il y avait d'abord le 10. Alors, je ne vais pas relire l'énoncé, même s'il est court. On nous donne une équation. On nous donne l'équation de la réaction qui est là. Et j'ai choisi cet exercice en premier, là, parce que ça va permettre de faire des rappels de chimie. Ça va permettre de faire des rappels de chimie qu'on a déjà vus au début de l'année. Mais petit rappel, quel est le réactif limitant? Alors, pour trouver le réactif limitant, c'est assez facile, quoique il y a un nombre stoichiométrique ici qui vaut 2. Alors, est-ce qu'il est important ou pas ce nombre stoichiométrique qui vaut 2 Oui. par rapport à cette question? Non. Oui. J'ai prévu un petit tableau là à remplir. Ben voilà, je peux le faire là. Donc, état initial, on voit qu'on a 0,04 mol pour C7H6O. Donc, 0,04 mol. OK. Quelle était la deuxième quantité de matière qu'on nous donnait ici pour C3H6O? 0,03. Donc 0,03. Et donc, erreur classique, ça aurait été de dire le réactif limitant, c'est 0,03 mol, donc c'est C3H6O parce que c'est le moins élevé. En réalité, pour l'état final, vous savez qu'il faut faire 0,04 moins. Je dois écrire quoi là? Moins X max. Moins 2xf. moins 2xf. Ah, Oui, C'est oui. pareil. Alors xf ici sera égal à x max. Bah oui, que c'est l'état final, les gars. Voilà, mais on nous dit que la réaction est totale. Donc si vous voulez mettre x max, vous pouvez. Mais en fait, il ne fallait surtout pas ici oublier le 2. D'accord? Il ne fallait pas oublier le 2 parce qu'il y a un 2 ici. Alors que ici, c'est 0,03 X max. en x max tout court, d'accord? Ou xf. Ici, xf. Et puis pour l'eau. On ne sait pas que la réaction est totale? dx. Si la réaction est totale. Donc on peut dire que xf est égal à x max. D'accord? D'accord. Pour l'eau, alors on peut mettre 2xf. Alors, ne soyez pas étonnés si je ne mets pas excès pour l'eau, parce qu'au début de l'année, on a mis excès à chaque fois qu'il y avait de l'eau. Parce qu'en chimie organique, en général, l'eau n'est pas forcément le solvant. Donc, l'eau, ça peut être considéré comme un réactif ou un produit normal, si vous voulez. Et donc là, on voit qu'avec la première colonne, eh bien, ça va me faire xf est égal à 0,02 mol. Et avec la deuxième, xf égal à 0,03 mol. Et comme on garde le plus petit, eh bien, en fait, on va bien avoir xf qui va être égal à 0,02 mol. Et voilà, premier piège à éviter. C'est bon, il n'y a pas de questions là-dessus? Non, ça va. OK. Alors ensuite, donc ça je vais l'enlever. Calculer la masse, donc le réactif limitant, c'est donc le premier, hein, c'est C7H6O. Ensuite, on nous demandait de calculer la masse maximale de solide attendue en fin de réaction en faisant l'hypothèse que la transformation était totale. Puis, calculer le rendement de la synthèse. Alors, je vais utiliser le tableau qu'on vient de faire. On voit que le produit qui nous intéresse, qui s'appelle C17H14O, eh bien, se forme en termes de quantité de matière avec une valeur qui vaudra XF. Donc, XF, ça va être 0,02 mol. Donc, pour trouver, on cherche quoi, la masse, c'est ça, oui? Pour trouver la masse, il va falloir juste multiplier le 0,02 par la masse molaire. Alors, la masse molaire pour C17H14O, c'est 234 grammes par mol. Et donc, on trouve, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait, on va essayer de faire l'exercice. Moi, je trouvais 4,68 grammes. Oui, c'est ça. Ouais, moi, j'ai trouvé pareil. Parfait. Alors, ensuite, on demandait de calculer le rendement. Alors, pour calculer le rendement de la synthèse, vous l'appelez R, par exemple, ou vous pouvez l'appeler ρ. Enfin, il n'y a pas trop de lettres obligatoires ici. Ça va être quoi le rendement? Comment on va le définir? Déjà, je vous dis, c'est un rapport.
Le rapport des deux masses, non? Oui. En fait, le rendement, ça va être ce qu'on a obtenu en réalité sur ce qu'on aurait pu obtenir dans les conditions idéales. Alors, les conditions idéales, c'est-à-dire sans perte. Ici, ce n'est pas que la réaction n'est pas totale, puisqu'elle l'est. Mais on voit que j'avais calculé qu'on aurait pu atteindre, enfin, disons, obtenir théoriquement 4,68 grammes de produit. Or, l'énoncé nous dit qu'on n'en récupère en fait que 3,6. Et tout ça, c'est dû aux pertes expérimentales. D'accord? Ce qui fait que vous faites 3,6 divisé par 4,68, ça fait 0,77, soit 77%. Voilà comment on calcule le rendement. Plus le rendement est haut, mieux c'est? Ah oui. Ici, pour une réaction totale, s'il n'y avait pas du tout de perte, on aurait un rendement qui vaudrait 100%. D'accord. Donc là, il y a une partie qui est perdue. Ensuite, la structure du produit est donnée ci-contre, justifie qu'il peut être analysé par spectroscopie infrarouge, UV visible et RMN. Alors, on va commencer par UV visible. Est-ce que quelqu'un peut me dire du coup pourquoi cette molécule qu'on a synthétisée, donc C17H14O, voilà sa structure en formule topologique. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on peut l'analyser ou l'identifier par spectroscopie UV visible? Les groupes benzène. Mais pourquoi on peut elle va absorber dans l'UV visible? Alors là. Eh bien, rappelez-vous, on avait expliqué un petit peu pourquoi les molécules pouvaient absorber. C'est double liaison, monsieur. Voilà, c'est Il y avait une l'alternance. histoire comme ça, je me souviens. C'est l'alternance des doubles liaisons et des simples liaisons, comme vous voyez ici. D'accord? Donc là, il y a beaucoup d'alternance. En réalité, on ne nous dit pas dans l'exercice quelle est la couleur de cette molécule, mais on voit qu'on a beaucoup de liaisons conjuguées, ça s'appelle comme ça, double, simple, double, simple, double, simple. Donc, plus vous en avez, et plus vous allez augmenter la longueur d'onde d'absorption. Et là, il est probable que, vu le nombre de liaisons doubles conjuguées qu'il y a dans cette molécule, eh bien, elle absorbe dans le visible. Donc ça peut être un moyen de le reconnaître. Pourquoi aussi on peut l'identifier avec une spectroscopie infrarouge? Parce qu'elle admet pas beaucoup d'hydrogène? Non, ça sera RMN. Parce qu'elle admet le groupe l'acétone. Voilà. Ce groupe-là, on l'appelle groupe. Alors, c'est caractéristique d'une cétone. Effectivement, ça c'est une cétone comme molécule. Et le groupe s'appelle comment? Vous vous souvenez? Carbonyle. Carbonyle. Voilà, c'est ça. Donc, le groupe carbonyle va absorber pour un certain nombre d'ondes. Donc, ça donnera une bande en spectroscopie infrarouge. Et puis aussi, il y a les deux noyaux aromatiques ici qui peuvent absorber. Et pour la RMN, est-ce que pourquoi on peut penser que... Il y a des hydrogènes. Et oui. Donc, forcément, on peut. Voilà, il y a des hydrogènes, donc forcément, on va pouvoir l'identifier. Alors peut-être avec un nombre de massifs, avec la multiplicité, on ne va pas tout refaire, mais il faut se méfier, là, si en termes de RMN, il faut se méfier avec cette molécule parce que qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle admet une symétrie? Oui. Ouais, donc il y a des protons équivalents. Regardez, là, je trace en pointillé un axe de symétrie pour cette molécule. Est-ce que vous pouvez deviner, du coup, combien on aura de massifs attendus, c'est-à-dire combien on aura de signaux différents si on faisait le spectre RMN de cette molécule? Mais monsieur? Oui. Il y en a 6, non? Celui tout seul? On va compter. Alors, il y en a un, il y en a deux. Ces deux-là, ils sont équivalents. Donc, en fait, on ne tient pas compte des doubles liaisons. Hein. Non. Parce que les doubles liaisons, dans le cycle, comme elles n'arrêtent pas de tourner, elles ne créent pas d'asymétrie, en fait. Ouais. Ça fait combien tout ça? 5. Ouais, 4. 5. Ah non, 5. Ah non, 5. Vous pouvez dire pourquoi ils sont équivalents, les deux du milieu? Alors, ceux-là, ils sont équivalents parce qu'ils sont symétriques par rapport au cycle, en fait. Ok, d'accord, ça marche. Et ça fera 5 et uniquement 5. Il n'aura pas 10 parce qu'en face, eh bien, lui, celui que vous aurez ici, il va être
équivalent à celui-là. Ah ouais. Ils sont tous équivalents à leur symétrique, en fait. Donc ici, Ah en fait, ouais. on va avoir 5 groupes de protons. Zéro. D'accord? On va avoir 5 groupes de protons équivalents. OK? Bon, on ne nous demandait pas d'aller aussi loin, hein, mais là, c'est l'occasion de faire des petites révisions. Voilà. Ensuite, on avait un exercice, qui parlait de catalyseur, qui n'était pas très compliqué. Quel est l'état physique du catalyseur dans le protocole utilisant la montmorillonite? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Solide? Solide, je dirais aussi. Oui. Ouais. Ah ouais. Donc, on a un catalyseur qui est solide. Okay. Pas d'autre. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? On a question 2. Calculer la masse de produit obtenu, sachant Il que... fallait donner les avantages, monsieur, d'abord, du catalyseur solide. Il y avait une sous-question dans la une. Exact. Alors, est-ce que tu as une idée pour cette question? La surface. La surface, moi j'ai mis aussi, ouais. Et qui était réutilisable aussi. Oui, c'est ça, On peut réutilisable. réutiliser, ouais. Et oui, c'est surtout ça, je pense, parce que on ne peut pas trop comparer en termes de surface un liquide et un solide. En revanche, l'intérêt du solide, c'est que on va pouvoir le filtrer. On va pouvoir le filtrer, donc le récupérer à la fin. Et donc, ça sera plus facile à extraire et à réutiliser si on veut. Et il n'y a pas d'extraction aussi, monsieur, je pense. Bah, il suffira juste de filtrer, en fait. Voilà. Oui, voilà ça. Et oui, il n'y aura pas d'extraction liquide-liquide. OK. Ensuite, calculer la masse de produit obtenu, sachant qu'une mole d'aldéhyde réagit pour donner une mole d'acétal. Alors là, on ne nous donnait pas d'équation, hein, on nous donnait juste des noms. Voilà, on nous disait juste qu'on avait un aldéhyde qui donnait une molécule qui s'appelle acétal. Bon. Acétal. Donc, on va dire qu'on avait une mole pour une mole. C'est-à-dire une mole de réactif va donner une mole de produit. Donc, il suffisait de calculer Xmax. Donc, Xmax, bah, vous faites petit m sur grand M, hein, puisque là, les coefficients sont égaux à 1. Donc, vous faites la masse de l'aldéhyde sur la masse molaire de l'aldéhyde. Donc, 6,61, les masses molaires étaient données. 6,61 divisé par 132. Et donc, moi, je trouvais 0,050 mol. Alors, vous m'arrêtez hein, si vous ne comprenez pas quelque chose. Voilà. Ça, c'est la masse de l'aldéhyde ou de la... Ah, c'est Xmax, en fait. C'est Xmax. Donc, la masse que j'ai pris au numérateur, oui, c'est la masse de l'aldéhyde. Mais maintenant que j'ai Xmax, eh ben, ça va me permettre de trouver la masse de voilà, acétale. Donc, la masse d'acétale, eh ben, vous allez faire Xmax multiplié, le Xmax qu'on vient de trouver, multiplié par la masse molaire. C'est-à-dire que vous allez faire 0,050 multiplié par la masse molaire de l'acétale, c'est 178. Donc, même si vous avez une mole pour une mole, vous voyez, vous finissez avec 8 grammes, de produit attendu. Non, je n'ai pas fini. Ça, c'est la masse idéale, maximum. Quelle est la masse réelle? Il faut bien lire l'énoncé là. Eh ben, il faut faire fois 0,72. Eh oui. On a le rendement. Voilà, c'est le contraire de tout à l'heure. Là, on nous donne le rendement, il faut l'utiliser. Donc, en fait, ça, c'était la masse maximale théorique, mais la masse réelle, là, c'est pas très bien écrit, ça va être le rendement, c'est-à-dire 0,72 multiplié par les 8,9 qu'on vient de trouver. Alors, vous avez trouvé combien si vous l'avez fait? J'ai trouvé 6,4 grammes. 6,42. D'accord. Alors, j'ai gardé deux chiffres significatifs. Troisième question. Pourquoi le protocole mettant en œuvre la montmorillonite est-il plus intéressant que le protocole classique? Parce que la réaction, elle met 5 heures à se faire. D'accord.
Donc, la réaction va être beaucoup trop longue avec le premier procédé. Quoi d'autre? Ça fait intervenir des matières toxiques aussi, non? Oui, ça fait intervenir du méthanol qui est très toxique. Et puis, a priori, dans le premier protocole, le catalyseur, qui doit être l'acide a priori, n'est pas récupérable. Alors que là, on a vu tout à l'heure dans la première question que le catalyseur bien, serait récupérable. Voilà. Et on passe au dernier exercice, qui était la transformation par oxydation de la molécule de menthol vers la molécule de menthone. Donc, ça va permettre de faire quelques révisions également sur les fonctions. Voilà l'exercice. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait ça, j'ai appelé ça document de travail, je l'ai mis sur Atrium parce que je suis allé chercher et je l'ai collé en dessous la structure des molécules qu'on a vu pour cet exercice, pour, si vous voulez, rendre l'exercice un peu plus intéressant. Donc, vous avez un protocole qui est décrit en premier. Alors ça, c'est un classique, hein, il y a toujours des protocoles plus ou moins longs qui sont décrits. Et alors, on nous demandait de donner la durée de la réaction et la température à laquelle elle se déroule. Alors, je vous écoute. C'est la température ambiante. Alors, en ce qui concerne la température, c'est la température Marqué ambiante. dans Ouais, l'énoncé. c'est marqué Et dans c'est l'énoncé, ouais. D'accord. et c'est 30 minutes, sinon. Et sinon, c'est 30 minutes. OK. Comment on sait, c'est 30 minutes? Bah, c'est 15 minutes, plus 15 minutes, en fait. Regardez bien l'énoncé. Elles sont marquées où les 15 premières minutes? Eh bien, maintenir l'agitation Ah oui, oui. pendant 15 minutes ici. Et puis, où est-ce que c'est écrit autrement? Juste au-dessus, mais en lettres. Ouais, voilà. Donc, en tout, 30 minutes. Bon, ça, c'était pas très dur. Quel est l'état physique de la menthone à 25 degrés Celsius? Alors, petite idée? Liquide? Avec les températures qu'on a, là. Ouais. Oui. Donc, Température d'ébullition? on a une température qui est de 25 degrés Celsius, température ambiante, et elle est comprise entre la température de fusion et la température d'ébullition. Ouais. Donc, la menthone va être liquide. Question B, ça, c'était pas facile parce que ça nécessitait des connaissances personnelles. Quelle technique pour purifier la menthone? En J'ai dit supposant chauffage à reflux. qu'à la fin, on ait un mélange, admettons, on a un mélange menthone plus menthol. Comment faire pour les séparer? Alors, ça ne va pas être un chauffage à reflux. Pourquoi? Là, ça tombe bien. Que les températures d'ébullition, elles ne conviennent pas, c'est ça? 209 et 212. Alors ça, c'est proche, mais ça va être la seule technique qu'on va avoir pour les séparer. Mais pour séparer, ce n'est pas ce qu'on appelle le montage à reflux qu'il va falloir utiliser. Regardez, je les ai mis là. Ah. Ça va être le montage de distillation fractionnée. D'accord? Donc, Ah, ok. ici, dans le ballon, vous allez mettre votre mélange. Et la substance qui est à la température d'ébullition la plus basse va être la première à partir sous forme de vapeur. Ici, en haut, c'est bouché par un thermomètre. Donc, les vapeurs, elles sont obligées de tourner dans le réfrigérant et elles se retournent sous forme de liquide. Et vous avez séparé les deux constituants. Alors, ne pas confondre avec le montage de chauffage à reflux. Voilà, j'avais anticipé qu'il y aurait une confusion possible. Ça, c'est le montage de distillation fractionnée. Et on ne l'a pas encore utilisé cette année. Vous l'aviez utilisé l'année dernière, mais cette année, on ne l'a pas encore utilisé. On va l'utiliser ou pas cette année? Enfin, si on retourne au cours. Oui, oui. Il y a un TP où en fait, on fait la synthèse d'ester par deux techniques différentes. Une technique fait un chauffage à reflux et l'autre technique fait par distillation fractionnée. Le chauffage à reflux, il ne sert pas à séparer deux espèces, il sert juste à accélérer une réaction. Voilà, exactement. Donc, il ne faut pas que vous confondiez les deux montages. Le montage de chauffage à reflux, vous devez le reconnaître. C'est de moins en moins la mode de demander de tous les légender, mais par exemple, on pourrait vous donner ces deux montages-là sans légende, ou voilà, juste reconnaître qui est qui et à quoi ça sert.
Donc, petit rappel, montage de chauffage à reflux, ça se fait juste à chauffer sans perdre de réactif ou de produit par vaporisation. Et on travaille donc ici avec un tube ouvert en haut. Il faut surtout rester à pression atmosphérique, sinon ça va exploser. Alors que ici, le tube est fermé. Alors, ça n'explose pas parce que c'est ouvert ici, en fait. Ça va être ouvert, mais pas au même endroit. Donc ça sert à séparer des constituants dont la température d'ébullition est différente. Alors là, pour l'exercice, c'était un peu trop près quand même. 3 degrés Celsius d'écart, ça risque de pas bien marcher. Et ça, c'est le montage du chauffage à reflux qui permet d'accélérer une réaction. D'accord? Voilà, ça permet de faire des petites révisions. Alors, question 3, on demandait de calculer la masse de mentone obtenue. Alors, c'est un petit peu comme dans l'exercice précédent. Au bout d'un moment, on ne fait plus de tableau d'avancement parce que quand on a une mole pour une mole, eh ben, on fait comme tout à l'heure. Vous calculez la masse, je vais aller même plus vite, la masse maximale qu'on peut espérer obtenir en termes de produit, de mentone. Ça va être la quantité de matière. Alors, la quantité de matière, bah, ça va être X max, qu'il va falloir calculer rapidement après, fois la masse molaire de mentone. Voilà, de mentone. Je vais juste écrire on, alors que l'autre, c'est ol. OK? Voilà. Alors, X max. La X max, c'est un petit peu comme dans l'exercice précédent. Vous faites petit n sur grand M pour le menthol. Et donc, on avait 5 grammes de menthol divisé par sa masse molaire. Et donc, ça fait 156,3. Ça fait 156,3 grammes. Et donc, ça fait 0,032 mol. Et de toute façon, d'après le protocole, c'était le réactif limitant. C'est indiqué. C'est-à-dire que dans le protocole, on nous dit qu'on prend de l'oxydant en excès. Donc, on fait 0,032 fois la masse molaire de la mentone et on obtient 4,9 grammes. Vous voyez, c'est des petits calculs qu'il faut quand même savoir faire, même si ce n'est pas très compliqué quand même. Et là, on va faire comme tout à l'heure, la masse réelle, c'est-à-dire avec le rendement, ben, vous allez faire 4,9. Alors, on a un très mauvais rendement ici. On avait un rendement qui était de 50% seulement, si je me souviens bien. Donc, le rendement vaut donc 0,50 fois 4,9. Et on trouve donc 2,5. Si j'arrondis avec 2 chiffres significatifs. Et D, c'est la densité, monsieur? Ça sert à rien dans cet exercice. D, c'est la densité. Oui. Donc, a priori, c'est une donnée qui ne sert pas. Alors, quel groupe caractéristique se trouve dans la mentone? Alors, sans avoir la structure des molécules, vous avez peut-être eu du mal à répondre. Peut-être avec le nom, vous avez pu répondre. Carboxyle, carbonyle, pardon. J'ai récupéré la mentone, elle est ici. Et donc, quel est le groupe? Cétone, carbonyle. Carbonyle. Parce qu'en fait, il y a une cétone et c'est carbonyle en fait. Voilà. Le nom du groupe, c'est Il par on. carbonyle et ça donne comme fonction une cétone. Alors que l'autre, C'est un hydroxyle. Voilà. voilà, bah, c'est donc hydroxyle et ça donne comme une fonction alcool. D'accord? Quelles analyses sont envisageables pour s'assurer du bon déroulement de la synthèse? Alors, c'est un petit peu comme dans l'exercice précédent. Pour vérifier qu'on a bien obtenu de la mentone et qu'à la fin, on n'a plus de menthol, ou du moins pour être sûr qu'on a bien un minimum de mentone, qu'il s'est passé quelque chose, quelles sont les analyses qu'on pourrait faire? Un spectre IR, parce que du coup, on verra apparaître une cétone. Une double liaison Oui, COH. exactement. Si vous faites une spectroscopie infrarouge, eh bien, vous allez passer. Ici, il n'y a rien de spécial dans cette molécule, sauf ça qui va absorber et ça l'alcool. Vous vous souvenez, ça fait la petite bosse qui est à gauche là.
typique des fonctions alcool. Eh bien, si vous fabriquez effectivement la mentone, cette bosse rondelette qui est à gauche du spectre, elle va disparaître au profit eh bien, des bandes qui apparaissent pour ces doubles liaisons O. D'accord? Donc, on a déjà vu ça ensemble. Ce que ça donnait, ça ne donne pas du tout le même genre de bande en spectroscopie infrarouge. Est-ce qu'il aurait été possible de faire une spectroscopie RMN pour différencier les deux molécules? Ça aurait pas été flagrant? Eh bien, on va regarder. On va regarder, voilà. Flagrant, ça veut dire, est-ce qu'il y a le même nombre d'intégrations? Est-ce qu'il y a des nombres de massifs différents ou égaux? On va déjà regarder le nombre de massifs. Alors, combien j'ai de massifs différents en RMN pour cette molécule-là? Bah, déjà, il n'y a pas de symétrie. Non. Donc, Oui, chaque la hydrogène double- qui ne sont pas sur les mêmes carbones seront pas équivalents. C'est ça, la double liaison qui est là, O, fait que ça brise la symétrie dans le cycle. Donc, je veux dire par là que celui-là, il est différent de celui-là. Enfin, sauf pour les deux du bas, peut-être. Ah oui. Ouais, les deux du bas, c'est les mêmes. Alors que les deux H3 qui sont en bas sont les mêmes. Donc là, on s'attend à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monsieur, pourquoi dans le cycle, ils sont pas équivalents, vous avez dit? Parce qu'il y a le double liaison O. Ouais. Et ça fait quoi? Ça enlève la Il n'y a pas rotation? de symétrie. Il n'y a pas de symétrie. Donc je compte. faut 1, attention 2, les 3, mots, 4, s'il te 5, 6, 7, 8. On va s'attendre à 8 massifs. D'accord? On va s'attendre à 8 massifs. Combien on en compte là? Eh bien, il y a toujours celui-là, il y a toujours ça, il y a toujours celui-là, il n'y a toujours pas de Ça change pas. symétrie. Sauf pour le OH. Ah, Ouais, chef pour le OH, mais c'est tout. et alors, c'est important ce changement ou pas? Bah, ça crée un Non. massif, mais du coup, on peut pas déterminer que c'est bien passé de OH à double liaison O. Bah oui, Bah si. c'est important puisque le haut il coupe, non? Alors, on a lui qui est nouveau. Donc, Oui. ça vous fait un massif de plus par rapport à tout à l'heure. Ah, en plus. Oui, mais il aurait pu se passer n'importe quoi. On ne peut pas s'assurer que la synthèse elle ait bien été réalisée. Alors, si vous prenez le réactif de départ, et donc que vous voyez 8 massifs, puis à la fin, vous faites votre synthèse, à la fin, vous réanalysez en RMN votre produit, et vous voyez que cette fois-ci, il y a 9 massifs. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. D'accord? Et en plus, le massif qui vient d'apparaître ici, il doit être assez caractéristique parce que ça va être un singulé. Vous voyez? Alors, ce n'est pas celui qui est apparu, c'est celui qui a disparu, en fait, parce qu'on part du menthol. Le menthol, c'est réactif. Donc, vous allez avoir un singulé ici. C'est un singulé, quand on regarde les tables, qui est compris dans une fourchette 1 à 6 ppm. Vous allez avoir un singulé qui va disparaître. Et donc, ça va être quand même assez net quand on va regarder, quand on va comparer les deux spectres RMN, c'est-à-dire celui de départ et celui de la fin. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ça va. Ça va? Alors, on va attaquer. Aujourd'hui, on va juste commencer, parce que c'est un chapitre qui est long. Donc, je voudrais qu'on y aille tranquillement avec ce chapitre. Donc, Ok. j'ai juste écrit le début. Parce que là, je n'ai pas de cours photocopié numérique. Donc, je vous ai juste écrit le début. Et comme ça, vous aurez la structure du cours. Ensuite, grand 1, ça va être modification de la structure de molécule. On va voir d'abord aujourd'hui l'aspect macroscopique. Puis, dans un deuxième temps, mais pas aujourd'hui, on verra l'aspect microscopique. C'est très intéressant. Et on va commencer aujourd'hui par peut-être ce qui est moins intéressant, c'est l'aspect macroscopique. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on observe sur les chaînes carbonées des molécules lorsqu'on fait des réactions chimiques-organiques? C'est un petit peu ce qu'on va voir avec ce grand 1 qui parle de modification de structure. Donc pour ça, je vous propose de faire ensemble l'activité 1, page 270. Donc celle-ci, je ne vous avais pas demandé de la préparer, on va la préparer ensemble.
C'est page 270. Donc, vous pouvez soit Ok, la merci. prendre sur votre livre, soit j'ai fait un copier-coller et là, vous l'avez sous les yeux. Donc, je vais vous laisser lire rapidement l'énoncé. Alors, expliquez pourquoi le procédé BHC est vert, entre guillemets, par rapport au procédé Boots. Par rapport à ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent, c'est-à-dire les grands principes de la chimie verte. Il y a moins de produits formés Et c'est Oui. durable. et ils sont utilisables beaucoup plus facilement, alors que les autres, on ne savait pas quoi en faire. D'accord. Et il y a moins d'étapes aussi. Il y a moins d'étapes. Exact. Exact. Et donc, ça a provoqué une économie d'atomes, comme on l'avait vu la dernière fois. D'accord? C'est souvent demandé, la chimie verte. Non. Il peut y avoir une petite question comme ça au passage, mais ça ne va pas faire le cœur d'un exercice en général. D'accord. Et voilà, c'est intéressant d'avoir moins d'étapes, parce que plus vous faites un nombre d'étapes important, et plus, eh bien, à chaque étape, vous allez avoir un peu de perte. Expérimentalement en parlant, c'est quasiment impossible d'avoir 100% de rendement à chaque étape. Donc, plus vous multipliez le nombre d'étapes, et plus vous allez avoir des pertes. Ça se comprend facilement. Alors voilà, le cœur de cet exercice, c'était de faire la chose suivante. Pour chacune des étapes de la synthèse, comparer la molécule transformée et la molécule obtenue. Alors non, on n'est pas obligé de faire comme une demande de le mettre dans un tableau, mais on va essayer de recenser les informations suivantes. Voir le groupe caractéristique de chaque molécule, ça va faire des révisions. Voir les différences au niveau des liaisons carbone-carbone de la chaîne carbonée et du nombre d'atomes de carbone. En gros, on va essayer de voir si la chaîne carbonée de la molécule a été modifiée ou pas. Ben voilà. Donc, comme on l'a ici, on va faire. On va pas répondre, on va le faire à l'oral, on ne va pas structurer la réponse sous forme de tableau. Vous pouvez le faire chez vous sur une feuille. On va regarder étape par étape. Donc, on va commencer par cette molécule-là. Et on va passer de l'étape de la molécule A vers la molécule B. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, tout d'abord, dans la molécule A, est-ce que vous voyez des fonctions particulières, donc des Il y a groupes? un benzène, mais ça s'arrête là. Voilà, Aldéhyde. vous avez dans la molécule A, vous avez un noyau benzénique, voilà, ça s'appelle comme ça, ou un noyau aromatique, c'est la même chose. Et c'est tout. Dans la molécule B, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est devenu un acide éthanoïque. Il y a un ester aussi, non? Non, un ester, oui, un ester, pardon. Non plus. Non, c'est un acide carboxylique. Non, il n'y a pas de O dans le. Non plus. Bah, Il n'y a que ça. Hein. Je rappelle que l'acide carboxylique, il faudrait qu'il y ait le groupe carboxyle, Il y qui a est CH3 en plus. COOH. Ah oui. Ah oui. Et c'est acide carboxylique, c'est ça, O. c'est Ouais, acide carboxylique, mais il n'y en a pas là. Hein. ouais, il n'y en a pas. L'ester, c'est si on remplace le H par un C. Et Non, oui, c'est ça. et donc il faut aussi 2 atomes d'oxygène. Donc c'est une cétone. Voilà. Donc en fait, vous avez, lors de l'étape 1, vous avez fait quelque chose d'assez gros quand même, d'assez important, parce que vous vous souvenez, je vous avais dit qu'en chimie organique, on sculptait les molécules, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est impressionnant, on part de la molécule A qui est là, et on va finir avec la molécule D, qui est le médicament qu'on veut, l'ibuprofène. On voit qu'il y a eu des gros changements quand même. Alors ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'on voit toutes les étapes. Et donc là, on voit que par rapport à ici où il n'y avait rien, on a rajouté quand même tout ça. On a rajouté tout ce bloc-là. Donc, en fait, on verra ça dans le prochain cours, mais on a substitué, on a fait une réaction de substitution, on a substitué l'hydrogène, qui n'y est plus ici, par tout ce groupe que je viens d'entourer en orange. Donc, on a rajouté des carbones. On a rajouté combien d'atomes de carbone ici? 3. 2. On a rajouté 2 carbones. Hein.
Alors pourquoi ça ne m'intéresse pas de dire j'ai rajouté aussi un atome d'oxygène? Parce que ça, c'est vrai aussi, on pourrait dire bah, vous avez rajouté 2 carbones et un oxygène. Bah, parce qu'en fait, comme on va le voir dans l'étape suivante, ça fait partie d'une fonction qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a appelée tout à l'heure cétone, mais elle peut être facilement transformée en autre chose. Donc ce qui nous intéresse surtout, c'est le squelette, c'est la structure de la molécule. D'ailleurs, vous voyez que l'acétone, on ne le verra pas à la fin. Donc, lors de l'étape 1, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a rajouté 2 atomes de carbone. Et effectivement, il y a aussi une fonction qui a été rajoutée en même temps. Mais l'étape numéro 1 a surtout consisté à rajouter 2 atomes de carbone ici, sur la droite de la molécule. Alors maintenant, on regarde la molécule C. Qu'est-ce qu'on lui a fait? La partie gauche, elle est inchangée. On a transformé l'acétone en un alcool. Oui. Voilà. Là, on a fait une étape qui a été de transformer la fonction cétone en fonction alcool, exactement. Et pourquoi on n'a pas mis directement un alcool? C'est que c'est plus simple de passer par une cétone ou Plus simple ou pas possible? pas possible? Voilà, le chimiste, quand il va prévoir sa suite de réactions, eh bien, il va avoir à sa disposition tout un tas de réactions possibles, mais il y a certaines réactions qui ne sont pas possibles. Donc, je suppose que ça ne devait pas être possible, soit théoriquement, soit expérimentalement. Sinon, si on avait pu faire ça directement, évidemment, ça aurait été fait, hein, puisque comme je vous l'expliquais l'autre fois, là, vous multipliez, si vous rajoutez une étape, eh bien, ça va multiplier le prix, ça va multiplier les pertes. Enfin, ce n'est pas une bonne chose de rajouter une étape. Est-ce qu'ici, on a rajouté des atomes de carbone? Non. Non. Donc, cette étape-là, si on l'a fait, bah, c'est qu'elle doit être nécessaire. Elle doit être nécessaire pour préparer la dernière étape. On a changé une fonction cétone en une fonction alcool, parce que maintenant, cette fonction alcool, eh ben, elle va permettre d'aboutir à la dernière étape. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'ester. Non, c'est un acide carboxylique. Il y a un ester. Ouais, non, c'est un acide. C'est un acide carboxylique. Par ailleurs, est-ce qu'on a rajouté un atome de carbone ou pas? Oui. Oui. Donc là, on a rajouté un atome de carbone. Ok. Bah voilà, on a fait la question 2. Super. Question 3. Montrer que pour la deuxième étape, le chimiste choisit une transformation chimique permettant une modification de groupe. On a dû le dire ça déjà. Hein. Pour la deuxième étape, il y a une modification de groupe. Bah oui, on a dit qu'on était passé du groupe, alors là en termes de groupe, on va dire carbonyle, au groupe hydroxyle. Quatrième question. Montrer que la première étape correspond à une modification de la chaîne. Donc ça aussi, on l'a déjà dit, puisque on rajoute 2 atomes de carbone ici sur la droite de la molécule, on a bien une différence de chaîne. Et enfin, pour la dernière étape, indiquer si le chimiste il vise une modification de chaîne ou une modification de groupe. Ah oui, parce que ici, il y a les deux. On a rajouté un atome de carbone et on a aussi un nouveau groupe qui est le groupe carboxyle. Ben, il a modifié que le groupe, parce que la chaîne, même Ouais. s'il a rajouté un carbone, elle n'est pas plus longue. Alors, vous voulez propriété plutôt. La chaîne, ça fait que référence au nombre de carbone. exactement. Oui. La chaîne Mais, carbonée, ça fait référence au nombre d'atomes de carbone. Oui. Là, le carbone qu'on a rajouté, il ne change pas la chaîne. Ça change que le groupe. Il n'y a que dans l'étape chaîne, elle est 1 aussi où là, longue. il y a eu une modification de la chaîne. Regardez bien dans la dernière étape. Dans la dernière étape, vous avez quand même la chaîne qui change, puisque regardez ici. Ah oui, bah oui, oui, oui. Elle Oui, est oui. aussi longue, la chaîne. Non, il y a un carbone en plus à la fin, ouais. Mais oui, Voilà, mais il y a ça en avant, plus, elle là, était de hein. la même taille, non? Non, ça a été remplacé par OH où il n'y avait pas de carbone. Vous avez ça en plus maintenant. Si je surligne en rouge la chaîne carbonée, on peut dire aussi le squelette carboné. Vous avez ça et vous avez ça. Et puis après, on arrive au cycle. C'est vrai que c'est bizarre. Auparavant, vous aviez que ça. Hein. Si je prends en termes de squelette carboné. Donc oui, vous avez bien rajouté
vous avez bien modifié la chaîne carbonée et venant avec, vous avez une fonction qui est aussi apparue. Donc, on pourrait dire que là, il y a eu deux choses en même temps. En réalité, la plupart du temps, ce qui est quand même attendu, c'est la modification de chaîne, parce que les fonctions sont plus faciles à modifier que les chaînes. OK? Donc, modification de la chaîne carbonée, c'est ce qu'on vient de voir avec l'activité. Modification de la chaîne carbonée, c'est notre petit 1. Donc, quel est le but de la modification de la chaîne carbonée, ou à quoi on le voit qu'il y a une modification de la chaîne carbonée? Eh bien, c'est que donc, la transformation chimique, agit sur le squelette, voilà comment on parle, sur le squelette carboné de la molécule. Donc, je vais donner des exemples. Et là, ça va nous permettre peut-être de faire un petit peu de rappel, des rappels de nomenclature. Alors, comme exemple, par exemple, on peut citer la diminution du nombre d'atomes de carbone. Diminution du nombre d'atomes de carbone. Eh bien, je vous ai dit que le pétrole contenait tout un tas de molécules et parfois, souvent, des grosses molécules qu'il va falloir casser. Et donc, le craquage des alcanes du pétrole, par exemple, est-ce que vous pouvez me dire quel est le nom de cette molécule? Voilà. Qui va donner et voilà. Donc, petit exercice. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de ces molécules-là? Là, on a un craquage thermique d'une grosse molécule en deux petites molécules. C'est pas hectane? L'octane, le premier. Ah oui, C'est octane. octane le premier. Très bien. Le premier, c'est octane, parce que vous avez compté 8 carbone. 8 carbone. Et Ensuite, c'est butane. ça fait combien d'hydrogène, du coup? 2 fois 6 plus 2 fois... Non, ouais, 6 ça. fois 2 Ça fait plus 3 18. fois 2. Ça fait 18. 18. Ouais, est-ce que c'est 2 fois plus 2? Oui. Alors, ça donne Butane. quoi? L'autre, c'est butane, ouais. Et Donc, Après, c'est un butane- O. Il y a un O ou non? Non, non. Ok. C4. C'est quoi le butane? euh, C4H quoi? C'est un alcène et donc ça va s'appeler le but1N. but 1N. Ah, j'étais Et presque. donc le premier c'est C4H10 et le deuxième c'est C4H8. Voilà, on peut vérifier qu'il y a bien conservation des éléments. Un autre exemple. Ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, le réarrangement des atomes de carbone entre eux. Donc, en faisant par exemple le reformage des alcanes du pétrole. Alors, on va voir à quoi ça sert. Ça se fait dans les raffineries. Le reformage des alcanes du pétrole, ça permet de transformer des molécules qui ne peuvent pas être utilisées comme essence à des molécules qui peuvent être utilisées comme essence. Et pour ça, on utilise un nombre qui s'appelle l'indice d'octane. Alors, vous en avez tous entendu parler d'indice d'octane, je suppose. À quelle occasion vous en avez entendu parler? Quand vous allez dans une station-service, les nombres qui sont, je ne parle pas du prix, hein, mais les nombres qui sont affichés sur les pompes, c'est l'indice d'octane. Donc, quand on parle de super samplon 95 ou quand on parle de super samplon 98, ça, c'est l'indice d'octane. Et plus l'indice d'octane est élevé, et meilleure sera l'essence, en fait, pour le moteur. Alors, on peut faire on peut donner comme exemple, je vais vous en donner deux. On peut faire une cyclisation, c'est-à-dire on transforme vraiment la chaîne carbonée. Là, on va
faire ça avec un trait ici, plus H2. Donc on fait un cycle, voilà. On fait un cycle. Et donc là, vous avez reconnu quoi comme première molécule ici? L'hexane. Ouais, très bien, c'est l'hexane. Donc ça, c'est un liquide impossible à utiliser comme essence. On nous donne son indice d'octane de 0. Ça, c'est un cycle. Alors, il y a aussi un groupe CH3 ici. Ça s'appelle, je vous rassure, vous n'aurez pas à connaître ce genre de nomenclature. Méthylpentane. Ça s'appelle, c'est presque ça. Méthylcyclopentane, non? Voilà, Serena. Parfait. Oh, Serena. Eh oui, cette année, l'experte en chimie organique, c'est Serena. Police Ouais, bof. scientifique. Et puis donc, il y a du dihydrogène qui sort. Eh bien, le méthylcyclopentane, il a un indice d'octane qui vaut 81. Donc ces nombres-là, je les ai trouvés dans un livre. Hein. On ne peut pas les deviner a priori. Pour faire des essences aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire des ramifications. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire partir donc de l'octane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas qu'à chaque extrémité, ça correspond à un carbone. Donc, on repart de l'octane. Donc, il y a un indice d'octane mauvais. Finalement, l'indice d'octane, c'est ça qui est curieux. L'indice d'octane de l'octane, c'est 0. Donc, ça paraît curieux comme appellation, mais c'est parce qu'en fait, l'indice d'octane, il est égal à 100, mais pour un isomère, en fait, que je suis en train de représenter maintenant. Voilà. Alors, lui, vous allez essayer de deviner son nom. Ce n'est pas très facile, mais c'est faisable. Son indice d'octane, il vaut 100, justement. Le fait d'avoir des ramifications fait qu'on va avoir une meilleure qualité au niveau de l'essence. C'est du 2-méthyl. Non, du 2-diméthyl. Non, 2-méthyl, pardon. Ouais. Non, d'abord 2-méthyl, 4-diméthyl, pentane. Donc, on va dire, en fait, vous avez 3 fois méthyle, on est d'accord? Vous avez méthyle ici, vous avez méthyle ici et méthyle ici. Je rappelle que ce trait-là, ça correspond à CH3. Donc, c'est bien le Et groupe méthyle. triméthyle. Donc, vous avez 3 fois le groupe méthyle. Par ailleurs, il y a combien d'atomes dans la molécule, dans la chaîne carbonée principale? C'est un Il y en a pentane. 5. 5, c'est un pente. Un pente. Pentane, triméthyle, 2,4. Donc, on va dire, le nom est un peu compliqué, on va dire triméthylpentane. Et avant, on va dire où c'est. Et on va dire 2,2,4. Et voilà le nom. C'est du 2,2,4 triméthylpentane. Le 2,2,4 diméthylpentane, eh bien, ça va être la référence pour les essences, puisque son indice d'octane qui vaut 100. Et la suite, donc c'est petit 2, modification de groupe. Ça, c'est relatif à l'activité qu'on a fait tout à l'heure avec l'ibuprofène. Là, il suffit juste d'écrire que, ou je l'écris, hein, si vous voulez, la transformation. Donc, la transformation chimique, c'est simple en fait, hein, va agir sur un ou plusieurs groupes caractéristiques. Donc, de la molécule. On a vu par exemple dans l'exercice, où on transformait le menthol en menthol. Donc, je vais mettre voir exercice. Ou même dans l'activité qu'on vient de voir, mais c'était l'étape, je ne sais plus laquelle. Mais par exemple dans l'exercice, transformation de la molécule de menthol en menthone. Et bien là, on a fait une transformation du groupe caractéristique. D'accord? Okay. Voilà.
Alors, on va continuer un peu avec quelque chose que vous devez connaître par cœur, mais c'est facile. Mais il faut vraiment le connaître parce qu'en fait, ça arrive que dans les gros exos de chimie organique, eh bien, vous ayez une question là-dessus. En général, il y a une question, il n'y en a pas 36. Hein. C'est ce qu'on appelle les grandes catégories. Les grandes catégories de réactions chimiques. Il y en a 3, vous allez voir. Les grandes catégories. Estérification, non? Non, c'est encore plus vague que ça. Les grandes catégories de réactions. L'estérification va pouvoir se ranger dans une des 3 catégories, mais vous allez voir, c'est encore plus global que ça. Donc, les grandes catégories de réactions en chimie organique, mais toujours sous un aspect macroscopique. Là, on regarde juste la molécule de départ, on regarde la molécule de la fin, on ne va pas regarder ce qui s'est passé comme mécanisme intermédiaire. Ça sera l'aspect microscopique. Donc, aspect macro. Comme je vous disais, il y en a 3. Alors, la première, bon, il n'y a pas d'ordre particulier. Hein. J'aurais pu commencer par autre chose. La première, ou les premières, ce sont ce qu'on appelle les réactions de substitution. Donc, les réactions, c'est assez facile à comprendre. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai utilisé ce mot-là, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, quand on a corrigé l'activité. À un moment, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a cet atome d'hydrogène qui a été substitué par tout ce groupe. Eh bien, c'est ça en fait. Une réaction de substitution, c'est quand on va remplacer un atome ou un groupe d'atomes par autre chose. Donc, c'est une réaction, ou alors ce sont des réactions, au cours de laquelle un atome ou un groupe d'atomes est remplacé. Alors, au lieu de remplacer, justement, on peut dire substituer. Un autre atome ou groupe. Voilà. Oui, vous avez dit que pour les réactions de substitution, c'était un atome ou un groupe d'atomes qui est remplacé. Mais ce groupe d'atomes ou cet atome, c'est forcément un carbone ou pas forcément? Non, 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 ce n'est pas forcément un atome de carbone. Ça peut être juste un atome d'hydrogène, comme on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure de l'activité. Donc, prenons par exemple cette molécule avec un atome de chlore, plus de l'eau, qui va donner un alcool. Voilà une des façons de fabriquer en chimie organique des alcools. On part d'une molécule chlorée. En général, les molécules chlorées elles sont très réactives. Et là, il manque H+, et c'est le moins. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est une réaction de substitution, d'après vous? Avec le OH et Cl, non? Exactement. Donc, on est parti de cette molécule-là pour arriver à cette molécule-là. On a en fait substitué l'atome de chlore par le groupe OH. Donc, on a substitué un atome par 2 atomes. Prenons le cas d'une estérification, c'est-à-dire la fabrication d'un ester à partir de un acide carboxylique et un alcool. Bon, alors le but là, c'est on va choisir une estérification simple. Par exemple, je vais prendre cet acide carboxylique. Alors, petite révision. Quel est son nom? Ah, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, là. C'est un acide carboxylique. Oui, et c'est quoi son nom? Je sais pas, il y a un carbone, donc c'est un méthane. C'est un acide méthyle, ouais. Acide méthanoïque. Donc, on va dire acide méthanoïque. De même. C'est là où on perdra des points. Quelle est
le nom de cette molécule que j'écris juste à côté. Bah, méthanol, non? Éthanol, non? Éthanol, parce qu'il y a 2 carbones. Donc c'est un alcool et c'est de l'éthanol. D'accord? Ensuite, Et pourquoi pas éthanol? C'est la même chose? c'est la même chose, mais en fait, le groupe hydroxyle qui est là, si on le met sur l'autre carbone, il suffira de numéroter la chaîne dans l'autre sens et ce sera toujours l'éthanol. Donc, tu comprends? L'éthanol, ça n'existe pas en fait. Ça veut dire que quand il n'y a aucune ambiguïté et que le numéro n'est pas nécessaire, puisque là, ça sera forcément toujours éthanol, l'éthanol n'existe pas, eh bien, on n'est pas obligé de mettre le numéro. On ne le met pas en fait. D'accord? Donc là, l'ester qu'on forme, eh bien, le voilà. Alors, pour l'ester, c'est un peu plus compliqué. Pour l'ester, c'est un petit peu plus compliqué, la nomenclature. J'en avais déjà parlé en classe, mais en gros, la première partie du nom vient du nom de l'acide. Donc, à la place de l'acide méthanoïque, vous allez dire méthanoate. Et là, vous allez citer le groupe qui est là, c'est-à-dire le groupe éthyle. Donc, ça, c'est le méthanoate d'éthyle. Moi, je voudrais que vous me disiez pourquoi une réaction d'estérification, ça peut être considéré comme une réaction de substitution. Pourquoi on peut la ranger dans la catégorie des réactions de substitution? Bah, on remplace le H par, CH2CH3. Voilà. Par l'éthyle. L'hydrogène qui est là, cet hydrogène-là, eh bien en fait, il a été remplacé par tout le paquet, enfin tout le paquet, le groupe éthyle. Donc c'est bien une réaction de substitution. Ensuite, on a ce qu'on appelle les réactions d'addition. Le nom est déjà assez explicite en fait. Le nom est assez explicite. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on On entend? ajoute des molécules. On va faire une addition. Alors, on va faire une addition, mais ça va consister en quoi en chimie? On Mais rajoute de l'eau, par exemple. ce sera forcément une substitution parce qu'on ne peut pas avoir des carbones qui font que 3 liaisons, par exemple. Donc, c'est bien de réfléchir à... Ça, c'est bien, Léopold, de réfléchir à est-ce que c'est faisable ou pas? Alors oui, c'est faisable. On va essayer de réfléchir quelle est la condition pour que ce soit faisable. En tout cas, c'est bien une réaction au cours de laquelle... Donc, c'est une réaction au cours de laquelle 2 atomes ou groupe d'atomes sont ajoutés au niveau... Alors, c'est là où je vais être obligé de m'arrêter. Puisque Léopold a détecté qu'on aurait un problème. Alors, quelle va être la possibilité de pouvoir, comme ça, greffer un atome ou une partie d'atome sur une molécule déjà existante, sachant qu'on ne peut pas rajouter une 5e liaison à l'atome de carbone, qui en avait déjà 4. Ou alors c'est une double liaison qui saute, non? Oui, c'est ça. Voilà. La condition, c'est que ça va se faire au niveau d'une double liaison, Ah, ou triple. Hein. Donc voilà, c'est bien d'avoir deviné. Une liaison double ou triple. D'une molécule. Ouais, je vais donner des exemples sur une feuille à part. Je vais partir de cette molécule. Et je vais rajouter de l'eau. Donc ça s'appelle une hydratation. C'est aussi un moyen de fabriquer des alcools puisqu'on obtient
effectivement un alcool. Vous voyez ce qui s'est passé? Alors, si ce n'est pas très visible en formule topologique, quel est le nom de cette molécule-là? Propane 2N. Ternite. Si ce n'est pas très clair, C'est je un rappelle. alcène, Propane non 2N. Oui, c'est un alcène. Et si, Ah, c'est si je dois me remettre en formule semi-développée, rappelez-vous que le trait là se finit par un atome de carbone et l'autre aussi. Donc voilà, cette formule topologique correspond en fait à cette molécule-là. D'accord? Alors on dit propène, Ah, d'accord. mais là il y a un truc en plus. Donc ça va être du méthylpropène en fait. C'est le CH3 qui est en plus. Donc en fait, là j'anticipe un petit peu sur la prochaine partie du cours, mais qu'on ne fera pas aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, la double liaison qui est là va être brisée lors de cette réaction. Et que, du coup, chaque atome de carbone ici de la double liaison, pour l'instant, n'avait que 3 voisins, va pouvoir avoir 4 voisins. Donc, il y a un des 2 atomes de carbone qui va récupérer le H. Voilà pourquoi H2O, je l'ai écrit comme ça. Il y a un des 2 atomes de carbone qui va récupérer un hydrogène. Et il y a l'autre atome de carbone qui va récupérer OH. D'accord? Et donc, vous allez obtenir donc ça. OK? Toujours avec une double liaison. Vous avez par exemple ça. Alors, on va rajouter du dibrome. Donc, pour en faire une molécule bromée. Donc là, c'est pareil. La double liaison va se casser. Du coup, chaque atome de carbone va pouvoir récupérer un atome. Bon, là, il n'y a pas le choix, hein, c'est une molécule symétrique. Chaque atome, en fait, va récupérer un atome de brome. Et donc, on va obtenir cette molécule. On va obtenir cette molécule. Voilà. Les réactions d'élimination, c'est le contraire, en fait. C'est une réaction, ou ce sont des réactions, au cours desquelles, eh bien, vous allez avoir, c'est pour ça que je disais que c'était le contraire par rapport aux précédentes, eh bien, à partir d'une molécule un peu grosse, on va dire, pas forcément énorme, mais vous allez avoir l'éjection d'un atome ou d'un groupe d'atomes. Et comment c'est possible? Donc, il y avait une double liaison. et oui, c'est ça. C'est Ah pour ouais. ça que je disais que c'était le contraire de ce qu'on vient juste de voir. Sont retirés pour former. Et voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez avoir éjection d'un groupe d'atomes ou même une petite molécule. Mais il va falloir que, au bout du compte, les règles sont toujours les mêmes et elles sont simples. Il faut toujours que chaque atome de carbone ait ses 4 liaisons. Donc, si vous dites, tiens, je vais enlever ces atomes-là de cette molécule, oui, mais il faut quand même que chaque carbone ait son compte au niveau de liaison. Et donc, il va falloir créer une double liaison. Exemple. Donc, par exemple, prenons ceci, CH3, CH2OH, donc un alcool. C'est l'alcool de base, c'est-à-dire l'éthanol. Au lieu d'écrire CH2, je vais écrire ça comme ça. Vous allez comprendre après. C'est juste pour expliquer ce qui va se passer. Dans certains cas, ça s'appelle une déshydrogénation. Alors, il faut certaines conditions expérimentales, hein, je ne les connais pas par cœur, sûrement catalyseur, chauffage ou autre. On peut réussir à faire
ceci. Donc ça s'appelle une déshydrogénation. Vous voyez que de l'éthanol sont éjectés 2 atomes d'hydrogène, donc du dihydrogène. Donc voilà, il s'est formé une double liaison au niveau du groupe hydroxyle ici. D'accord? Un autre exemple. Si je pars de ceci, là, je mets l'hydrogène. Hein. Je mets un atome d'hydrogène pour montrer ce qui va se passer. Et ben, on peut créer une double liaison dans un cycle. Mais là, c'est une molécule d'eau carrément qui est éjectée. C'est pour ça que j'ai mis H et OH, c'était pour montrer ce qui allait sortir. Ok, ça marche. Bon. Oui. Ok. Est-ce que il n'y a pas Loïc aujourd'hui, il nous met pas la sonnette? Loïc ne répond pas. Ah, ça régale. Vous voyez, en fait, il dormait pas. Parce que ça peut être une astuce. Ça peut... Oh, you did a good job. Otherwise, if they do a bad job, I'll say, you're fired. Goodbye, everybody. Goodbye.